Pour faire un petit bilan annuel de mon électricité produite dans ma maison, j'ai fait un autre camembert. À l'année, je produis 2206 kWh. C'est très proche de mes 2 kWh par jour. Mais j'ai ajouté là dans ce camembert la partie eau chaude, que je n'ai pas compté dans mes consommations électriques d'avant. En fait, il y a une partie de mon eau chaude, comme je vous disais, qui est faite avec mon surplus solaire. Et là, je l'ai intégré dans mes consommations annuelles, puisque après tout, mon chauffe-eau, il a une consommation. Et on voit que mon chauffe-eau représente 28,56% de mes besoins en électricité, ou en tout cas en énergie qu'il a, et solaire. Et après, c'est la machine à laver. Et ensuite, ce sont les pertes batterie. On voit que j'ai mis perte de batterie 10%, perte onduleur 6%. Puis tout le reste, c'est des consommations standards. J'ai rajouté en haut le scooter qui est à peu près de 2% à l'année, parce que je ne recharge pas si souvent, puis en fait, j'ai pas beaucoup de kilomètres à faire. Puis je le fais que l'été. Et puis les espaces verts, c'est tout ce qui est tondeuse électrique, tronçonneuse électrique, taille EF, tous les trucs, la pompe à eau, les choses extérieures. Et sinon, on retrouve les autres postes qui ont des pourcentages différents puisqu'on a rajouté des kilowattheures et que c'est à l'année, c'est plus à la journée. Donc, globalement, on a à peu près les mêmes proportions. Concernant les énergies primaires, c'est avant leur transformation. Donc, dans mon cas, c'est l'énergie solaire, 2100 kWh, c'est ce que a produit mes panneaux solaires à l'année. D'accord ? Ça couvre 13,7% de mes besoins. L'essence pour le groupe électrogène, donc j'ai 80 litres de carburant, ça fait 6% de mes besoins. Le gaz, j'ai 2 bouteilles de 13 kg pour la cuisson, ça fait 2% de mes besoins. Et le bois, je consomme 5 mètres cubes réels, là je précise, 5 vrais mètres cubes de bois bien rangés, fendus, coupés. Donc des vrais mètres cubes de bois, pas des trucs, vous connaissez mon avis là-dessus. 5 mètres cubes de bois, alors des fois c'est 4, ça peut être 6, c'est vraiment des désirs très froids. Et là ça représente 78,3% de l'énergie. Donc là c'est l'énergie primaire, donc les 15 311 kWh là-haut, c'est ce que j'ai besoin comme ressource pour ma maison. Bien sûr, là-dessus, j'ai des pertes. Donc j'ai des pertes, j'ai à peu près 26% de pertes. Ces 26% de pertes, elles sont à plus de la moitié dans le poêle à bois, qui, même si c'est un flamme verte, il a quand même des pertes. Dans l'essence, parce qu'un groupe électrogène comme ça, c'est un rendement de à peu près 11%, donc j'ai quand même pas mal de pertes dans le moteur essence. J'ai de la perte solaire. J'ai considéré que c'était de la perte parce que c'est de la non-production. Je n'ai pas trouvé de consommateur pour ces panneaux solaires-là, pour cette quantité-là, donc je considère que c'est de la perte. J'aurais pu le produire, je ne le produis pas, donc c'est de la perte. On retrouve la perte de l'onduleur, la perte de la batterie, la partie eau chaude sanitaire bois, parce que, qui n'est pas inclus dans le chauffage bois, mais qui est inclus dans le système bois qui fait de l'eau chaude. La partie eau chaude sanitaire ELEC, qui représente 2,7% de toutes mes pertes, c'est-à-dire pas grand-chose à l'année finalement. Ce petit désagrément de la tension du panneau ne couvre pas grand-chose. Et les pertes en gaz, c'est parce que la cuisinière, elle a un rendement, et notamment le four, qui est plutôt énergivore quand on est au gaz, parce que c'est des fours de 22 kW qui ne sont pas isolés, ce qu'il faut qu'il y ait de l'air qui circule tout le temps, comparé à un four électrique qui peut faire 3 kW, voire 2 kW, et faire le même travail, mais je ne peux pas me permettre d'en avoir un, en autonomie en tout cas, pas encore. Il y a des projets, mais je ne vais pas en parler ici. Le budget, alors le budget de mon installation, je vous préviens, ça va être un petit peu long, je ne vais peut-être pas tout vous détailler. J'ai la partie investissement en haut, donc installation de chaufferie, de plomberie eau chaude, de réseau électrique. Le réseau électrique, c'est les prises de courant, les disjoncteurs, ce qu'on a dans la maison. L'autonomie solaire que j'ai distinguée, qui est à 7100 €. Le groupe électrogène tout seul, la ventilation tout seul. J'ai fait une colonne de coûts et une colonne de temps pour qu'on se représente le temps que j'ai passé à le faire. Parce que là, ce sont des coûts, c'est moi qui ai tout fait. Donc ça revient plus cher pour quelqu'un qui fait venir un artisan, bien entendu. Alors pour la partie autonome solaire, je suis plutôt cohérent quand même. C'est pas si cher. C'est pas mal, c'est du studeur, j'ai un prix correct. Ça nous fait un investissement de 14 200 € et 220 heures. 14 200 € pour l'ensemble du système énergétique, c'est pas si cher. Ensuite, j'ai les consommables sur 30 ans. Alors vous allez voir, je calcule sur 30 ans, c'est la durée de vie que j'ai estimée de mes panneaux solaires, pour pouvoir voir ce que j'amortis et quel coût j'ai à la fin. Donc, mon bois de chauffage me coûte 200 € par an. Donc là, c'est les frais par an, puis après, je multiplie. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, j'ai 2 stères que je fais moi-même et j'ai le reste que j'achète. J'ai 3 stères que j'achète à 55-60 € à peu près. Alors, il n'y a pas d'inflation là-dedans. Je ne peux pas me permettre de deviner de l'inflation. Je fais comme si il n'y avait pas d'inflation, histoire que tout soit comparable de la même manière. Donc, j'ai un petit peu de temps de travail pour le bois, de l'argent pour le bois. Pour la cuisson gaz, j'ai 2 bouteilles de gaz. Pour la filtration et l'eau, j'ai 60 € et 2 heures de travail par an. Il faut changer les fils de temps en temps, il y a un peu d'intervention. Le carburant du groupe, je suis à 160 €, j'estime que je suis à peu près à 2 € du litre. C'est pas tout à fait vrai, mais voilà, j'ai estimé ça. Puis à peu près 1 heure de travail, parce qu'il faut le démarrer plusieurs fois des fois. Et multiplié sur 30 ans,
on est à 15 000 € de consommables et 660 heures de travail. Donc ça me prend du temps d'être autonome. Pour l'entretien et renouvellement de matériel sur 30 ans, donc j'ai le renouvellement des batteries. Pour rappel, je suis sur des batteries plomb régénérées qui ne coûtent pas non plus hyper cher. J'ai des frais électroniques de plomberie, d'électricité, de chaufferie. Vous savez, des fois il y a des pièces de fumisterie, il y a des choses à changer. Ouais. Il y a des frais de ramonage, il y a des frais de nettoyage, il y a des frais d'entretien, d'eau déminéralisée, tout ça. Donc je les ai inclus là-dedans. Et sur 30 ans, ça me donne 4 930 € et 73 heures de travail. Et ensuite, j'ai le coût total. Donc j'ai fait la somme. Donc j'ai un coût total de 34 130 € et 953 heures de travail. Entre parenthèses, plus 1080. Parce qu'en fait, je l'ai mis entre parenthèses. Il faut imaginer aussi que moi, en autonomie eau, et c'est le cas de la plupart de mes clients, il faut passer du temps à pomper l'eau, il faut passer du temps à aller chercher de l'eau dans la cuve, à s'occuper des cuves, à s'occuper du puits. Et donc, globalement, sur 30 ans, ça représente à peu près 1000 heures. Je pense que David aussi, il passe du temps sur son eau, David de chaîne Énergie Partout. Donc, je les ai mis là, parce que je suis en train de faire mon bilan, donc je les ai marqués. Donc, mes 34 130 €, après, si je les divise par 30 pour faire sur un an, j'ai 1137 €. Par mois 94 € et par jour 3,16 €. On retrouve ce que j'ai mis dans la vignette, mon autonomie pour 3,16 € par jour et 11 minutes. Voilà, nous passons une minute par jour à l'autonomie. Ça peut paraître pas beaucoup, mais je trouve que c'est déjà bien. Et en ventilant un petit peu, c'est-à-dire en répartissant les sommes sur la partie électrique et la partie chaleur, donc mon autonomie seule, en incluant tout, toutes mes prises de courant, tout ce que j'ai dû faire dans ma maison pour être en autonomie électrique, ça m'a coûté 12 823 €. Ça m'a permis de satisfaire à une consommation électrique de 40 380 kWh sur 30 ans, soit un coût, avec entretien et tout, un coût de 31,75 centimes d'euros le kilowattheure. Donc c'est plus cher que sur le réseau. Sur la partie chaleur, donc j'ai un investissement de 20 107 €, donc j'ai bien le total de 34 130 en bas. Et j'ai plus de kilowattheures, parce que le chauffage c'est énormément de kilowattheures. J'ai 322 860 kWh de satisfait sur 30 ans. Ça me fait un kilowattheure à 6,24 centimes d'euros. Ce qui est normal, c'est le bois qui n'est pas très cher. Et donc la moyenne de tout ça, la somme des kilowattheures pour ma maison en autonome et le prix par kilowattheure, la moyenne est de 9 centimes, si on veut faire une moyenne sur tout ça. Alors, j'ai quand même fait des économies que je n'ai pas inclus, je ne suis pas au point de déduire les économies, mais si j'avais voulu, j'aurais pu dire, bah voilà, j'ai pas eu besoin de consuel, j'ai pas eu d'installation superflue. Ce que j'appelle installation superflue, c'est quand on est obligé justement à cause du consuel de faire une installation aux normes. Et ce que j'appelle superflu, c'est le nombre de prises de courant en trop, la prise pour le four. Moi, j'ai pas de four. Je sais pas, 6 différentiels, 35 disjoncteurs dans le coffret. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, une goulotte technique, logement, des prises télécom dans toutes les pièces. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. J'ai choisi ce que j'avais besoin, ça m'a coûté pas cher. Et puis, si j'avais dû faire comme le consuel m'aurait dit, j'aurais eu 2000 € de frais en plus. Le raccordement Enedis, qui est à 1500 € en moyenne, et le chauffe-eau solaire, parce que techniquement, là, j'ai remplacé un chauffe-eau solaire que j'aurais eu pour le volume que j'ai, ça aurait peut-être été dans les 2500 € un chauffe-eau solaire de quelques mètres carrés pour 3 personnes. Et donc j'ai fait des économies de 6260 € sur mon installation et j'ai mis entre parenthèses 25 000 € parce qu'en fait c'est ce que me réclamait EDF pour Enedis pour poser les poteaux EDF dans... J'ai 1 km, je suis à 1 km du réseau et ça coûtait 25 000 € de raccorder la maison. Je le mets entre parenthèses parce que voilà, ça a un sens un peu après. Moi, ça a un sens dans le sens où justement, ça m'a permis de choisir une maison pas chère et non raccordée réseau. Et j'ai économisé ces 25 000, disons. Pour la partie, si j'étais tout électrique, si j'avais finalement fait venir le courant et que j'avais fait l'ensemble des choses en électrique, j'aurais eu à peu près les mêmes frais globaux. Donc un ballon et radiateur électrique, 1700 €, le consuel, l'installation électrique, oui. L'installation de plomberie, la VMC, les raccordements Enedis, pour un total de 9 560 € plus les 25 000 €. Mais pareil, je les mets entre parenthèses, parce que sinon c'est trop facile de dire le raccordement est hyper cher. Les consommations de base sont toujours sur 30 ans de 363 000 kWh à peu près. Et après, j'ai des ajouts, parce qu'en fait, mon chauffe-eau électrique, du coup, il est plus régulé de la même manière, et puis il faut produire la partie bois qu'on n'avait pas avant. On ajoute 21 000 kWh dans l'année, enfin sur 30 ans, pardon. La VMC, elle est plus régulée sur ses 4 heures par jour. La plupart des gens, ils la laissent tourner. Donc, on va augmenter la consommation sur la VMC qui va faire augmenter la consommation de chauffage au passage. Et pareil, le chauffage, du coup, à la place d'avoir du bois, on a de l'électricité à hauteur de 72 000 kWh sur 30 ans. Donc, le total des consommations passe à 466 kWh
Le tarif EDF, alors moi j'ai pris un tarif pas trop cher de 12 centimes du kilowattheure. Si on fait le calcul avec 20 centimes ou 18 centimes, c'est bien plus cher. Ça me fait 55 973 € pour cette installation-là, toute électrique. On rajoute un petit peu d'entretien, parce qu'il y a toujours un petit peu d'entretien sur ces trucs-là. À peu près 66 000 € sur 30 ans. Donc c'est presque le double que de mon autonomie à moi. Donc ça me rassure, mon installation est rentable. Donc c'est un des seuls cas où elle est rentable. Donc voilà un petit peu, j'ai fait le tour de mon installation autonome. J'espère que j'ai pas été trop long, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer. J'ai pas mis beaucoup de schémas, j'ai pas mis beaucoup d'explications. J'ai des extraits vidéo que je vous montre là, avant la conclusion, où je vous montre un petit peu, je filme pour vous prouver les puissances qui vont dans mon chauffe-eau. Et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu mon installation au fil des années. C'est pas tout le temps la même. Donc là, le soleil n'est pas très fort. Nous sommes à 800, à peu près 830 watts de production pour une installation de 2400. Et en enclenchant, donc là on a le wattmètre qui mesure la moitié, parce que moi j'ai deux résistances en série qui mesurent la moitié, en mettant en marche forcée, hein, c'est-à-dire que pour faire les mesures, on est ici à approximativement 500 watts dans les résistances, ça oscille un petit peu, c'est 240 x 2, et on passe à 170 ici. C'est-à-dire qu'on a une petite perte entre les deux. Alors après ça se stabilise un petit peu en hauteur. Vous voyez, 170 plus à peine 500, on est à 770. Et donc quand on coupe, hop, j'attends que ça se stabilise. Quand on coupe, ça remonte. 720, 740, et ça prend un petit peu plus après, parce que la tension remonte, donc le MPPT s'en sort mieux. Nouvelle mesure, là on a un beau soleil, on produit à peu près 700 watts dans la résistance électrique et 920 watts sur les batteries. On a des batteries assez haut en tension, alors je vais voir ça tout de suite. Voilà, donc 800 watts vont dans les batteries, et les batteries sont à 99,3 pour 57,4 volts. Si je coupe maintenant, ah là on est à presque, oui, on est à 700 watts dans la résistance électrique. Si je coupe la résistance électrique, on va remonter ici presque à 1008, 1007. Une fois que je remets la résistance électrique, donc là 1740, hein. Je remets la résistance électrique, on redescend à 920 et on est à 700 dans les résistances. Donc on perd presque rien. Là on perd 70 watts à peu près. 70, presque rien. On est vraiment dans une situation optimum où le surplus d'énergie va dans la résistance électrique. On est pas mal. On est pas mal. Et sans électronique, hein, à part les mesures bien sûr. En plein soleil, on a presque 1000 watts. Vous voyez, 530, plus de 1000 watts. Et 1000 watts aussi en recharge batterie. Donc on est à 2000 sur une installation 2400 watts. Avec la température des panneaux, la charge des batteries, on est bien. On est bien. On a une tension acceptable. On peut monter encore plus haut. C'est pas mal. Donc dès que les batteries vont se recharger un peu, ça va encore augmenter la production de chaleur. Nous sommes avec des batteries chargées. On a 58,8 volts. On était en phase d'égalisation tout à l'heure. On a presque 100 volts dans les panneaux et 850 watts de production. Lorsqu'on met le panneau solaire en marche, enfin l'eau chaude en marche, on a dans un premier temps une rupture de production. On passe d'à peu près une centaine de volts à 60, mais on est toujours à 890 watts crête. Hein, 890 watts de production. C'est-à-dire qu'on exploite ce qui n'était pas utilisé avant à une tension plus faible. Donc là on est à 700 watts, à peu près, 650, 700, suivant le... Et ici à 890. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, le régulateur baisse en production et on l'exploite sur les résistances électriques. Ça ne change absolument rien. Donc là, on a une production dans la résistance électrique de approximativement 1300 watts à peine.
une production dans les batteries de 340 watts. Quand je coupe la production dans le ballon, on a une hausse de la tension et la production sur les batteries n'augmente pas. C'est-à-dire, comme mes batteries sont chargées, il n'y a pas de différence. Donc là, je perds de l'énergie que je ne produis pas. Lorsque je remets la résistance électrique, on a une chute de la tension, mais pas tant que ça. On est toujours à 370 watts et on a repris nos 2 fois 640 watts. Puis là, la résistance a fait un petit bruit, mais c'est normal parce que moi, c'est une résistance qui n'est pas tout à fait dans le ballon. Donc il y a des petites bulles, mais c'est pas grave. Oui, on a un peu plus de 70 degrés, enfin presque à 70 degrés. C'est pas mal. Donc ça, c'est le haut du ballon et le bas du ballon. Je sais pas si on va voir. Le bas du ballon, oups là, voilà, 40 degrés. Là, on a 700 watts qui vont dans les batteries. On est à moins 7 ampères, c'est-à-dire qu'à 99%, 55,6 volts. La production solaire est de presque 1000 watts, un peu plus de 1000 watts. Et j'en envoie dans l'eau chaude, donc si je coupe l'eau chaude, on va augmenter. Mais les batteries vont monter à plus de 58 volts, donc à un moment donné, le régulateur va arrêter de produire autant et il va baisser sa production. Et donc en remettant l'eau chaude, voilà, on a une partie qui part dans l'eau chaude. Bon, j'ai installé un BMH 700, BMV 700H, pardon, haute tension, pour mesurer ce qui se passe sur la résistance électrique, mesurer les watts-heure. J'avais déjà un wattmètre mais qui avait cramé, et j'avais mis les premières années pour faire les statistiques. Bah voilà, j'étais satisfait, mais le problème c'est que le wattmètre est plus là pour faire la vidéo. Là je mets le contrôleur, je l'enlèverai après parce qu'il n'a pas raison de rester. Et comme ça je vais connaître avec plus de précision les watts-heure envoyés dans ma résistance. Donc voilà pour tout ce qui est technique sur mon autonomie. Alors ce qu'il faudrait rajouter, c'est un petit peu la vie en autonomie. Qu'est-ce que c'est que vivre en autonomie? Alors, je vais plutôt vous parler de l'autonomie quand on n'a pas EDF du tout, hein. C'est-à-dire la plupart de mes clients et moi-même sont sur des terrains où il n'y a pas l'eau, pas l'électricité, pas l'assainissement. Donc c'est-à-dire qu'au quotidien, on chauffe au bois. C'est très rare de chauffer au gaz ou au fioul. C'est arrivé, ça arrive, j'ai des clients qui chauffent au fioul. Bon, pourquoi pas, ils ont souhaité continuer comme ça. Ça veut dire qu'il faut s'occuper de son bois de chauffage, le fendre, le couper ou le faire livrer. Enfin, il faut le gérer, au moins le ranger, au moins avoir un local pour ça. Il faut s'occuper de sa pompe à eau, il faut l'entretenir, il faut vérifier le puits, L'eau, c'est une ressource qui est limitée et qui n'est pas toujours présente sur le terrain. Dans mon cas, l'eau n'est pas très présente sur mon terrain. Je suis obligé de jongler avec plusieurs sources d'eau. L'eau de pluie, l'eau du puits et l'eau que j'ai à l'atelier. Ce n'est pas toujours facile, on a une consommation très très faible, mais quand même, si on voulait augmenter la consommation, il faudrait trouver des sources, quoi. Comme l'avenir nous dit qu'on va plutôt baisser en quantité d'eau, vaut mieux rester sobre. C'est aussi de l'entretien parce qu'en général on est sur des installations où les batteries s'entretiennent. C'est rare qu'on ait du lithium, c'est rare qu'on ait tout un tas d'autres choses. On va être obligé d'entretenir les panneaux solaires, nettoyer les panneaux solaires. Moi je les nettoie une fois par mois, des fois plus, des fois moins. J'entretiens mes batteries une fois par trimestre, des fois plus, des fois moins. Je fais des surveillances, des fois on contrôle la production, on vérifie qu'il n'y a pas un truc qui est tombé en panne, une diode, un fil qui a été bouffé par une souris, quelque chose. C'est de l'entretien. Pour les espaces verts c'est pareil parce qu'il faut élaguer les arbres pour pas que les panneaux solaires soient à l'ombre. En général, on est sur un terrain naturel, donc il y a du travail en termes de paysage. On n'est pas juste dans une friche quelque part. Le fait d'être à la campagne, ça nécessite d'entretenir son terrain, parce que l'autonomie ne va pas se faire toute seule. C'est vraiment, pas un temps plein, mais c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, si vous voulez. On ne peut pas se permettre réellement d'être autonome si on fait 60 heures semaine, comme moi, 60 heures semaine dans un travail à côté. C'est fatigant, c'est pour ça que je suis fatigué, je fais les deux. Je fais aussi une petite partie agricole. Donc si vous voulez être autonome et vivre normalement comme tout le monde, il va falloir concilier un peu les deux, ou être plusieurs, et puis se partager les tâches. Sinon, ce ne sera pas de l'autonomie, il faudra payer le réseau, raccordement et autres. C'est une contrainte. Et la plupart des clients qui n'ont pas pris ça en compte, le vivent pas très bien. Parce qu'ils ont une activité professionnelle, ils ont des choses à gérer derrière, ils veulent que tout marche bien, puis c'est jamais au bon moment que ça se passe bien en fait. S'ils oublient l'entretien, s'ils n'ont pas mis de carburant dans le groupe électrogène parce que c'est l'hiver, il y a des petites situations où on peut se retrouver en déficit de main-d'œuvre, de temps, de disponible pour faire ça, et il faut y penser en autonomie. En tout cas, en autonomie. Ça peut vous arriver aussi si vous êtes coupé du réseau par mégarde pendant plusieurs mois et que vous fonctionnez sur votre installation d'autoconso avec le truc secouru là. Vous pouvez vous retrouver à gérer tout un tas de choses de manière un peu difficile parce que vous n'avez pas l'habitude, alors que quand on est en autonomie, on a déjà l'habitude, on sait se serrer la ceinture au bon moment.
S'il n'y a pas d'eau chaude ce jour-là, on prend la douche le lendemain. Vous voyez ce genre de choses pour éviter de gaspiller de l'énergie ou de remettre un mètre cube de bois à chauffer. Enfin, oui, on peut s'adapter comme ça. Mais si on fait tout confort, effectivement, il y a un peu plus de contraintes. Et puis je vais terminer sur les avantages, les inconvénients qu'il y a à être en autonomie, en tout cas vu de mon point de vue. Pour moi, l'avantage principal, c'est le coût faible de l'autonomie dans le cas qui me concerne. Pour moi, hein, c'est-à-dire que j'ai pu acheter une maison 15 000 € à peu près avec le terrain, j'ai mis 7 000 € d'autonomie, j'ai pas eu à mettre de chauffe-eau solaire à 5 000 €. Avec quelques milliers d'euros de plus, je ne sais plus, j'ai dû le dire dans la vidéo, 5 ou 6 000 € de plus, j'ai fait tout le système de chauffage bois, et ma maison étant petite, je ne consomme pas beaucoup à l'année. Donc j'ai très peu de frais. J'ai quelque chose qui a un coût faible pour moi. Même par rapport à ce que je payais avant en énergie, c'est inférieur. Et je sais que au bout de 10-15 ans, il faudra que je m'intéresse au remplacement des batteries, au bout de 30 ans, au remplacement des panneaux. Vous voyez, je l'intègre ça. Je sais qu'il faudra refinancer, mais ça ne sera pas une somme astronomique, sauf inflation, bien sûr. Donc ça, on va en parler des inconvénients. J'ai une certaine liberté de consommer mon énergie, de produire mon énergie. Je me sens pas lié par un contrat, donc ça c'est bien au niveau EDF, au niveau... Je peux m'arrêter de payer des factures parce que j'en ai quasiment pas. En fait, j'ai des factures foncières, j'ai des factures liées à la vie de tous les jours, la cantine de la petite, enfin des choses qui sont liées à extérieures. Mais en termes internes, j'ai très peu de factures. C'est toujours lié à la commune, en fait, aux poubelles ou à ce genre de choses. Mais les factures, elles sont plutôt de l'ordre de l'entretien. S'il faut refaire repeindre un mur, changer un truc sur la toiture, c'est une maison en fait. Donc l'assurance, ce genre de choses. Mais les factures, les frais de type électricité, gaz, tout ça, j'ai même pas d'assurance à rembourser, enfin de banque à rembourser parce que j'ai acheté très peu cher. Personne ne prête pour 15 000 € une maison, ils se foutent de moi, ils me disent bah non, il faut mettre 200 000. Bah oui, mais non. Donc j'ai pas eu de prêt à faire, on s'est débrouillé et puis voilà. Donc pour moi c'est une liberté, c'est une super satisfaction aussi de se dire il y a du soleil, je profite de l'énergie. Ma limite c'est le soleil, c'est agréable. Vous voyez, c'est une satisfaction de se dire je vis avec la nature, je vis avec le soleil et la boucle est bouclée quoi. C'est un sentiment qu'on connaît quand on se retrouve dans la nature avec son petit panneau solaire et qu'on n'a besoin de rien d'autre. Et là, je l'ai avec un petit peu plus grande échelle, moins grand que la plupart des gens qui ont du solaire, mais en tout cas, ça me suffit. Donc, évidemment, ça m'a permis de choisir ma maison parmi toutes les maisons, parce que sinon, si vous voulez acheter une maison, vous êtes limité par un certain nombre de contraintes. Si vos contraintes, c'est il faut le courant, il faut l'eau, vous effacez une bonne partie des maisons à vendre. Et le fait qu'il n'y ait pas l'eau et l'électricité, la maison n'est pas très chère, elle n'est pas viabilisée. Donc le prix de la viabilisation, ça coûte énormément sur un terrain. Et donc j'ai eu un choix énorme de maisons, ça m'a permis de choisir une maison au milieu d'une petite forêt. Trop cool. Voilà, ça c'est un point hyper positif pour moi. C'est une maison que limite j'aurais même pu faire baisser le prix encore. Parce qu'elle est invendable. Super point positif. Ce qui est associé à ça, que j'ai pas eu le consuel à faire passer. Je n'ai pas été obligé de mettre aux normes. Alors je suis aux normes de sécurité, mais j'ai pas 7 prises de courant au-dessus de mon plan de travail, une prise de courant tous les 4 mètres carrés. J'ai pas 5 rangées de disjoncteurs. J'ai fait le nécessaire pour la sécurité et le pratique. J'ai pas 32 ampères, j'ai pas besoin, j'ai pas assez de puissance, j'ai pas besoin de prise four. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pas eu besoin de mettre autant de prises télécom que ce qui est marqué dans la norme. Donc j'ai fait énormément d'économies à ce niveau-là. J'en suis satisfait et ça ne me dérange pas un jour de rajouter un câble s'il y a besoin. Ce qui est bien aussi dans les avantages, c'est que je maîtrise mon impact. C'est-à-dire que je connais mon impact carbone, mon impact matériel, et je le maîtrise, je sais où il est. Ça peut être aussi un inconvénient, on va le voir après. Mais dans le côté maîtrise, moi j'aime bien maîtriser les choses, ça doit se voir certainement. Donc je sais où je vais. Voilà, je sais où je vais, je sais quelle quantité d'énergie j'ai, je sais quel CO2 j'ai pris. Voilà, c'est pas au bon vouloir d'une centrale qui démarre à l'autre bout de la France, quoi. Donc je me sens plus maître de mon respect de la planète de ce côté-là. Régulièrement, j'ai eu dans les années précédentes des gens qui m'ont appelé pour me dire on n'a plus de courant, il y a un transfo qui a cramé à Nantes, les clim ne marchent plus, il fait trop chaud, comment tu fais toi? Même dans ma commune, on n'a pas de courant, comment on fait? Comment tu fais? Je suis préservé des coupures EDF. J'ai d'autres types de coupures, éventuellement, mais je fais 10 mètres, je répare le problème, je repars. Je n'ai pas besoin d'appeler EDF pour ça. Je ne suis pas dépendant d'une surchauffe de transformateur et d'une éolienne qui brûle. C'est pas mon... je suis indépendant à ce niveau-là. Concernant les inconvénients, alors il y a d'autres avantages, puis il y aura d'autres inconvénients, mais c'est ceux que je voulais citer. Tout d'abord, l'inconvénient principal, en tout cas le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'il faut tout gérer. Vous n'avez plus de distributeurs comme Enedis, vous n'avez plus de producteurs comme EDF, et vous n'avez plus affaire aux assurances de consommation pour la qualité de votre installation fixe avec le consuel et tout. Donc ça veut dire que c'est vous qui gérez tout. Ça veut dire s'il y a un panneau solaire qui casse, s'il y a un câble qui est coupé, s'il y a une batterie qui ne marche plus, s'il y a votre groupe électrogène, c'est vous.
c'est vous qui gérez tout. Ça peut être compliqué. Vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, ce métier-là, il est compliqué. Si vous-même, vous êtes un fort consommateur, vous devez gérer la forte production et l'interface qui va entre les deux, le stockage et la gestion. Donc, ça peut être un jeu, mais ça peut être aussi une contrainte assez forte au début. Il faut tout gérer. Vous ne pouvez pas vous dire, allez, je consomme, je verrai plus tard, j'appellerai mon fournisseur, il va me débloquer un certain nombre de kilowattheures ou je paierai le mois d'après. Non, on ne peut pas. Vous n'avez plus de chauffage bois, vous ne pouvez pas mettre un radiateur électrique. C'est pas possible. Vous devez tout gérer, tout anticiper, de préférence. Ça, c'est un inconvénient pour la vie de tous les jours. Tout le monde n'est pas prêt à ça. L'entretien. Alors, moi, je travaille beaucoup avec les batteries plomb. Ça peut être des batteries sans entretien, c'est possible. Mais toutefois, la plupart des gens, par des installations que j'ai faites pour des raisons financières, de recyclage et autres, c'est des batteries plomb liquides, donc il y a de l'entretien. Mais ce n'est pas tout les batteries. Les batteries, c'est une partie de l'entretien. Si on supprime l'entretien des batteries, il faudra quand même contrôler l'état de l'installation. Il faudra quand même vérifier l'état de santé des batteries. La production annuelle, si les régulateurs fonctionnent bien. Donc ça, c'est un truc un peu annuel, c'est un entretien technique. Si vous avez un groupe électrogène, il faut entretenir son groupe électrogène, s'assurer qu'il tourne bien, que tout va bien, que les vidanges sont faites, qu'il y a du carburant. Et il faut nettoyer ses panneaux solaires, les dégeler, les déneiger, vérifier qu'il n'y a pas des branches, des feuilles mortes. Enfin, il faut s'assurer que le moyen de production fonctionne. Moi, dans mon cas, il faut que je monte sur une échelle pour aller sur le rocher, puis après, j'accède à mes panneaux. Il y en a qui ont les panneaux sur le toit. Et je peux vous dire, le nombre de panneaux qui sont sales depuis 10 ans et que les mecs se plaignent que ça ne produise pas parce qu'ils n'ont jamais pensé à les nettoyer. Donc la plupart du temps, quand c'est un peu en hauteur, je conseille aux gens de prendre une raclette télescopique et puis le matin, avec la rosée du matin, dans ma région, il y a la rosée du matin, on nettoie. Sinon, avec un jet d'eau, Si c'est sale, j'ai eu le cas aussi de mon voisin, il avait les souris qui sont passées dans un coin et qui ont bouffé le fil solaire, le fil d'une boucle de panneau. Puis ils s'en sont rendus compte un peu tard, parce que comme ils revendent au réseau, puis qu'ils ont le réseau, ils n'ont pas eu de panne, ils n'ont pas eu de problème, ils s'en sont rendus compte dans la facture de vente au réseau. En autonomie, on s'en rend compte assez rapidement. Mais sauf que des fois, quand on s'en rend compte, on est en panne batterie, on n'a plus d'énergie. Oui, puis c'est souvent en hiver. C'est là qu'on se rend compte que les panneaux n'étaient pas assez... Ça peut être des contraintes, l'entretien. D'accord ? Pareil pour la pompe à eau, pareil pour les filtres à eau, pour l'entretien de la cheminée, du poêle à bois. Enfin, l'autonomie en général, c'est de l'entretien. Vous avez de l'entretien dans un appartement aussi, mais vous pouvez avoir des contrats d'entretien à 50 balles. C'est pas pareil comme vie. Alors, vous avez une flexibilité limitée en autonomie, c'est-à-dire vous êtes limité à la taille de votre matériel, la taille de vos panneaux solaires, la taille de votre onduleur, le budget que vous avez mis dedans, la sélection des câbles, c'est limité. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, c'est que c'est limité. Par exemple, moi, si du jour au lendemain je veux mettre une voiture électrique, je suis obligé de surdimensionner mon onduleur. Dans le passé, aux alentours de 2014-2015, j'avais une voiture électrique que je rechargeais l'été, la 106 électrique. J'avais donc un onduleur de 6000 watts. Et ça marchait très bien. Elle consommait 2400 watts, je crois. Et mes panneaux, j'ai 2400 watts. Mes batteries supportent aussi. Donc j'y arrivais, mais qu'en été, évidemment. Et quand je me suis séparé de la voiture, parce que je n'étais pas satisfait, c'était un peu comme le scooter électrique. Pas beaucoup d'autonomie, un peu lourd, le machin. J'ai vendu aussi mon onduleur pour en mettre un plus petit qui consommait moins à vide. Même si c'était un Studer, je passais d'un 6000 Studer à 4000 Studer. Et voilà, ça m'a permis de le vendre. Un client qui était content, pas trop cher. Ça m'a financé l'autre. Et voilà. J'ai flexibilisé comme ça parce que c'est mon métier. Mais ça reste pas facilement flexible, l'autonomie. Quand on est en autoconso avec le réseau qui est tout le temps en route secours, bah oui, c'est flexible, mais dès qu'on a une panne réseau et qu'on est en mode secouru, on n'est plus du tout flexible, hein. On est bridé par notre matériel. Voilà, donc c'est un inconvénient pour les gens qui veulent évoluer rapidement, par exemple, ou qui veulent satisfaire un ami qui vient avec sa voiture électrique chez soi. Ah, bah non, on ne peut pas recharger, pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Alors on est dépendant de la météo, ça peut paraître bête, mais évidemment qu'on est dépendant de la météo. Si on a une éolienne, on est dépendant du vent. Si on a du bois, on est dépendant de la qualité du bois, du taux d'humidité, du fait qu'il fasse froid, il faut qu'on mette du bois, tout. Pour le solaire, c'est pareil. En fonction qu'il y ait des nuages ou pas, que les panneaux soient sales, plein de petites choses comme ça. S'il neige, on est dépendant de la météo. Ça peut être un avantage, mais moi, je le mettrais plutôt dans les inconvénients parce qu'il y a des jours où on n'a vraiment pas envie de produire peu. On a envie d'avoir de l'eau chaude, on a envie que ça tourne. Et moi, ça m'arrive quand même. On est le 20 avril. Ça m'arrive de... Hier, j'ai fait un feu. Parce qu'il faisait un peu frais. Alors, il faisait 17, c'est pas si froid que ça, mais dans une maison en pierre, le ressenti est un peu frais. On a fait un petit feu. Alors, j'ai fait juste une brassée de bois. J'avais déjà de l'eau à 60, du coup, elle était à 65. Bon, voilà. Parce qu'on a eu 2-3 jours de mauvais temps et c'était désagréable. Et des fois, on ne veut pas que ce soit désagréable de vivre dans une maison. Donc, voilà. On est dépendant de la météo, donc on gère avec les météos.
Donc c'est en lien avec l'autre point négatif, c'est qu'il faut du temps. Et c'est un sacré casse-tête d'allier consommation-production. Et je dis bien consommation-production. Parce qu'on consomme ce qu'on produit, et pas le contraire. En autonomie, on ne produit pas ce qu'on consomme. Non, 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 non. On ne consomme que ce qu'on produit. On ne peut pas dire au soleil de se mettre à produire quand on veut. Et si les batteries sont pleines, et donc on ne consomme pas, eh ben on ne produira pas. Vous voyez ? On ne peut consommer que ce qu'on produit. Ce n'est pas la même chose que sur le réseau où on produit ce qu'on consomme. C'est une logique d'ailleurs qui est énergivore et qui nous emmène très très loin aujourd'hui. À chaque fois quand on nous dit on ne peut pas tout remplacer par du solaire, vous vous rendez compte, il faut 400 MWh. Non, il ne nous les faut pas en fait. Arrêtez de dire qu'il faut produire ce qu'on consomme. Il ne faut déjà pas le consommer. Et on va consommer ce qu'on sera capable de produire. Mais il faut les deux normalement. Donc en autonomie, c'est un casse-tête. En tout cas, c'est du jour le jour, quoi. Donc, si on n'a pas envie de le gérer, il ne faut pas d'autonomie. Et enfin, on est quand même dépendant des fabricants, des marques de matériel, de l'inflation, du prix du marché, parce qu'à chaque fois qu'on va renouveler du matériel, parce que je vous ai dit au début de la vidéo que c'est une autonomie qui est limitée, c'est limité à la durée de vie du matériel. Dès que vous allez remplacer quelque chose, même avec du système D, même en se débrouillant, en bricolant, et à un moment donné, vous êtes dépendant du prix du marché. S'il a baissé, tant mieux. Peut-être pas, s'il a baissé, c'est peut-être une raison, peut-être qu'il a une moins bonne qualité. En tout cas, vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre, de toute façon. Vous êtes dépendant d'une industrie. Donc en fait, la vraie autonomie, elle n'est pas dans une installation complexe. Elle est dans le fait qu'on n'ait pas besoin de l'énergie. Donc c'est vraiment la décroissance et le faible consommation qui peut nous apporter des solutions à des coûts modérés. C'est comme ça que j'ai pensé mon autonomie. 2 kWh par jour, 3 maxi. C'est facile, entre guillemets, avec moins de 10 000 euros, d'être autonome sur une grande période, en fait. Voilà. Après, il y a des gens qui n'ont que 300 euros. Bon, du coup, ils consomment pour leur téléphone portable. Voilà. On est forcément dépendant d'une industrie derrière. On ne peut pas fabriquer la batterie lithium dans son jardin, ni le panneau solaire, éventuellement l'éolienne, et encore, il faudrait du cuivre. De toute façon, il faut de la récup, et on est dépendant du matériel qu'on a récupéré. Donc ça, c'est un autre point négatif. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez complet sur cette histoire d'autonomie, sur comment je gère mon eau chaude à la maison, comment je gère mon chauffage, quelle quantité d'énergie j'ai prévu et peut-être les évolutions de ma maison, parce qu'elle n'est pas finie ma maison, il y a d'autres choses. Il y a la cogénération, l'éolienne qu'il faut installer. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin, mais je sais que dans le futur, j'aimerais bien le mettre, j'aimerais bien le faire, ne serait-ce que pour le plaisir de générer plus. Ça fait partie des sujets de la mobilité électrique. Est-ce que j'associe un générateur à l'huile végétale pour l'hiver, qui me fait de la chaleur et de l'électricité pour recharger mon véhicule l'hiver, et l'été, ce sera le solaire. Vous voyez, il faut un juste milieu. Donc voilà. En vous souhaitant une bonne journée et à bientôt.